Bonjour tout le monde, c'est Helios. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Je sais que cela peut paraître tard, mais je préfère prendre mon temps pour analyser le sujet comme il faut, après plusieurs lectures de celui-ci, plutôt que de proposer une review le jour même, après l'avoir lu uniquement en anglais et avoir manqué énormément de données importantes. Évidemment, je ne vise personne. Aussi, je ne vais pas faire de résumé du chapitre, car je pense que tous ceux qui sont là ont lu ce chapitre, donc ce serait une perte de temps. Je vais commencer par aborder le premier point important, la technique de Vegeta. Évidemment, c'était quelque chose qui était attendu au tournant, puisque cela fait plusieurs mois qu'elle nous est teasée comme la technique qui viendrait à bout de Moro. Alors, surprise ou déception? Pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre, je m'explique. Quand on a su que Vegeta partait sur la planète Yardrat pour y trouver un moyen de vaincre Moro, on a tous eu nos petites théories, moi le premier. On a tous espéré voir des techniques hallucinantes qui nous surprendraient tous, mais au final, cette technique était attendue. Beaucoup de personnes avaient prédit qu'il s'agirait d'un Genki-Dama inversé, créant donc la déception de certains. Pour ma part, sans être totalement sous le charme de cette nouvelle technique, je reste tout de même satisfait. Cette technique permettant de retirer une énergie qui n'appartient pas naturellement à un individu fait sens avec le personnage de Vegeta et ses convictions. On connaît Vegeta et sa fierté, lui qui veut combattre loyalement et sans triche, comme une aide extérieure par exemple. Le fait de retirer à Moro l'énergie qu'il a acquis de manière déloyale lui permet d'avoir droit à un combat où les deux personnages possèdent la force qu'ils méritent. Et c'est tout justement là où ça devient intéressant. Habituellement dans Dragon Ball, ce n'est qu'une surenchère de puissance qui ouvre les portes de la victoire. Ici, avec cette technique appelée la fission forcée de l'esprit, Vegeta n'a pas besoin de devenir plus fort, au contraire c'est lui qui rend son adversaire plus faible pour le battre. C'est pour cela que pour moi cette technique n'est absolument pas une déception, d'autant plus qu'il faut se rendre à l'évidence, le délai d'un mois entre chaque chapitre crée une attente sur chacun d'entre eux que les auteurs n'avaient certainement pas prévu. Ils ont juste raconté l'histoire qu'ils souhaitaient raconter depuis le début. Je n'apprendrai rien à personne en disant que Vegeta est un personnage ayant beaucoup évolué, passant du mal quasi ultime à un héros protecteur de la Terre et père de famille dévoué. DB suit cette évolution de manière cohérente malgré que ce soit plus de l'exposition plutôt que du réel développement. Développement vraiment intéressant du moins. Dans l'arc Battle of God, on ne fait que confirmer de manière forcée que le personnage est devenu gentil. Dans Fukatsu no F, on nous confirme de manière mal exploitée qu'il garde une haine envers Freezer. Son début de développement commence seulement avec Kiabe dans le tournoi contre l'Univers 6. Comme l'affirmera Piccolo, le peuple Saiyan doit manquer à Vegeta. Le fait de prendre Kiabe comme apprenti par nostalgie pour celui-ci le confirmera. Mais c'est seulement à partir de l'arc Black et du tournoi du pouvoir que son développement devient intéressant. On exploite à fond la relation de Vegeta envers sa famille, mais globalement, on restait quand même sur de l'exposition, pour moi en tout cas, car tout ce qu'on nous montrait sur Vegeta n'était que des choses que l'on savait déjà plus ou moins. C'était beau, ça pouvait même être grandiose, mais cela ne changeait pas l'image qu'on avait du personnage à la fin de Dragon Ball Z. Par contre, dans cet arc Moro, et je me rends compte avec ce chapitre, c'est que là où l'arc Buu nous montrait l'humanisation de Vegeta d'un point de vue global, et de celui de la Z-Team aussi, l'arc Moro nous montre l'humanisation du personnage selon son propre point de vue. Et ça c'est génial, car désormais on comprend pourquoi Vegeta posait toutes ces questions au doyen Namek, on comprend pourquoi le fait de sauver Namek lui tenait autant à cœur, et on comprend encore plus son agacement lors de son échec lorsque Namek est morte. Depuis que Vegeta s'est humanisé, il a compris toute l'ampleur des actes qu'il a commis, et en a gros sur la conscience. Il a beau être devenu gentil et avoir désormais le cœur pur, sa conscience restera éternellement touchée. Toutes les belles paroles qu'il pourra dire n'effaceront jamais les barbaries qu'il a commis. C'est en tout cas ce que ressent le personnage qui ne soulagera sa conscience que par un acte qui sauvera des vies. Et la réalité lui est dure puisqu'il a constamment échoué. Dans Battle of God, il est trop faible pour sauver qui que ce soit alors il se ridiculise en public, mais sans succès. Dans Fukatsu no F, son assurance aurait goûté la destruction de la Terre si Whis n'était pas intervenu. Dans l'arc Black, il aura tout donné pour protéger le monde de son fils, mais encore une fois, il échoue et la timeline entière de son fils se fait anéantir par Zeno, et son fils ne pourra plus jamais vivre dans son monde originel. Dans le tournoi du pouvoir, il perd car trop faible, encore une fois, et la survie de l'univers se fera grâce à Goku, Freezer et C-17. Et même dans l'arc Majin Buu, pour libérer sa conscience, il souhaitait tuer Buu, quitte à donner sa vie. Mais non, même là il avait échoué, et il est mort pour rien.
La Z-Team aura compris par ce geste que Vegeta était un type bien, mais Vegeta, lui, ne peut s'empêcher de penser qu'il sera un méchant jusqu'à la fin de ses jours. Et j'en viens même à mieux comprendre pourquoi Vegeta avait voulu devenir Majin Vegeta dans cet arc. Il disait lui-même qu'il voulait redevenir comme avant, mais pourquoi voulait-il redevenir comme avant au juste? Surtout qu'il cachait pas à Goku qu'il avait apprécié cette vie de terrien. Aujourd'hui, j'ai mon explication. Après être devenu gentil, Vegeta s'est rendu compte de ses méfaits et avait la conscience lourde. Et les seuls moyens de la libérer étaient soit de choisir la solution de facilité et de redevenir méchant comme avant, soit d'assumer son humanisation et de mener sa vie dans le but de racheter ses péchés. En tentant la première voie, Vegeta s'est rendu compte que c'était une erreur et s'est redirigé vers la deuxième. Il choisira de se sacrifier en espérant soulager cette souffrance qu'il ressentait depuis quelque temps. Ça, c'est du développement, on apprend quelque chose d'énorme sur le personnage de Vegeta. On sait désormais que Vegeta souffrait de son passé et qu'il tentait tout ce qu'il pouvait pour s'en extirper. Évidemment, ça ne reste que mon interprétation du sujet, mais je pense qu'elle est plus pertinente que rester sur un simple Vegeta a dit qu'il irait en enfer, c'est incohérent, en prenant cette ligne de dialogue au mot près sans essayer de le comprendre. Maintenant vous comprenez pourquoi je dis que Vegeta est la réelle réussite de Dragon Ball Super. Le personnage est écrit de manière exceptionnelle. Après ce long point sur Vegeta, on va aborder le cas Moro. Et encore une fois, c'est juste génial. Quand je repense à tous ces gens qui disaient Moro a perdu son charisme, il est trop sûr de lui. Mais bien sûr que oui, il avait raison d'être sûr de lui. Le type est beaucoup trop intelligent, il a une technique qui le rend quasiment invincible, mais il a quand même préparé une stratégie de secours au cas où ses adversaires trouveraient un moyen de le contrer. Le gars avait tout prévu, normal qu'il soit confiant. Au passage, ça réclamait de la surprise dans DBS, bah en voilà la surprise dans DBS. Le bouc agraille son soldat le plus puissant après avoir fumé l'un de ses soldats les plus fidèles et se transforme en un être physiquement extrêmement différent. Qui s'attendait à ça? Absolument personne. D'ailleurs, c'est là que je me rends compte de la pertinence qu'est de faire cette review une semaine après. Ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir et de m'habituer à cette nouvelle apparence, qui au début je trouvais hideuse, mais en vrai, elle est pas si moche que ça, elle est même plutôt stylée. Pas autant que le design de base du personnage, c'est sûr, mais franchement ça passe. La critique du ça ressemble à un design de Dragon Ball Heroes. Elle est compréhensible, mais en même temps ça veut pas dire qu'elle est mauvaise pour autant. Dans Dragon Ball Heroes, il n'y a pas que des designs moches, bien au contraire. Et si on doit reprocher le fait qu'il ressemble à d'anciens ennemis, c'est pas la faute du nouveau design de Moro, mais du design de base de Seven Tree. C'est lui à la base qui ressemblait à Freezer et Cell. L'évolution de Moro est juste cohérente, d'ailleurs ça me fait rire. Parce que sur tous les redesigns de la forme, sur 99% des cas, c'est encore plus du plagiat sur d'anciens ennemis. Lee Shenron y ressortait beaucoup par exemple. Donc voilà, chapitre excellent, évidemment pas parfait, il y a quand même quelques trucs à redire, comme le comportement de Goku. Ses dialogues ne trahissent pas forcément le personnage, mais ses réactions faciales s'en chargent eux. Car voir un Goku faire une tête de teubé à chaque fois qu'il est surpris ne colle pas du tout au perso, mais bon, passons. On peut revenir aussi sur le fait que ça aurait dû être Goku qui devait faire ce discours sur Vegeta. Dans l'idée, ça aurait été le meilleur choix à faire, oui, mais que ce soit Piccolo qui le fasse reste tout de même intéressant étant donné que Piccolo est certainement le mieux placé pour comprendre les sentiments de Vegeta. Au niveau technique, le chapitre est plutôt joli. Malgré des pages pas toujours bien découpées, on pourrait penser qu'au lieu de faire un découpage fluide comme le faisait Toriyama, Toyotaro aurait opté pour un découpage plus cinématographique en mettant en page son histoire un peu comme un storyboard et en détaillant chaque action. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Comme j'aime le dire, essayez de suivre votre propre avis, ne pensez pas que l'avis d'un tel ou d'un tel est plus pertinent que le vôtre. Vous êtes libre d'aimer ce que vous aimez, vous avez le droit de défendre ce que vous voulez défendre. Là où un certain youtubeur proche du million a proposé un avis un jour après avoir lu le chapitre, même pas traduit, moi, proche des 30 abonnés, j'ai tenté de faire de mon mieux pour vous montrer mon point de vue, après une semaine de réflexion et plusieurs relectures dans une langue que je maîtrise. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que vous penserez à lâcher le petit like qui fait plaisir ainsi qu'à vous abonner, cela ferait du bien à ma jeune chaîne et si cela peut vous motiver à le faire, je compte sortir dans les jours qui suivent un top 10 des meilleurs épisodes de Dragon Ball Super de manière argumentée. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis au revoir. Hashtag MakeDBS2 happen.